Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e cours de C++. Bon, pour rappel, dans les derniers cours, on avait vu des trucs très axés programmation, plus que C++ en lui-même. Bon, même si on a vu du C++, quand même, heureusement. Et ben aujourd'hui, on va atteindre l'apogée de ce concept, en voyant un truc qui fait peur à tout le monde, ou plutôt qui endort tout le monde, les algorithmes et les structures de données, donc en C++. Niveau théorie, on peut difficilement faire pire, et vous inquiétez pas, il y a quand même de la pratique, faut pas déconner. Donc ne perdons pas plus de temps, et c'est parti. Bon là, on a deux termes principaux dans ce cours, les algorithmes et les structures de données, et pour commencer, on va commencer par les structures de données, puisque dans notre cas actuel, les algorithmes nécessitent les structures de données, donc on va commencer par ça, comme ça c'est fait. Donc l'idée des structures de données, c'est d'utiliser un ensemble de normes qui permettent de régir la façon d'utiliser un ensemble de données. Donc pour les stocker, ou les utiliser, ou faire un petit peu ce que vous voulez avec. En fait, il y a plein de moyens de faire, peut-être même une infinité, mais il y en a certains qui sont connus pour être particulièrement pratiques. Donc par exemple, le tableau dynamique, le tableau statique, le dictionnaire, l'arbre binaire, et plein d'autres trucs. Si on recherche bien, on peut en voir plein. Bon, pour se faciliter la tâche, on va parler que celles qui sont en C++. Les trucs trop sombres, on va pas en parler. Bon, on va commencer par la structure la plus bas niveau, nommée le tableau statique. Donc comme d'habitude, on commence par la théorie, après on verra la pratique. Donc c'est un ensemble de données qui comporte un certain nombre de données, et ce nombre de données, eh ben, c'est toujours le même. Et il est défini à la création du tableau. Bon, truc très ghetto, mais je vais utiliser Excel pour illustrer le tout. Dans notre cas ici, notre structure, ça serait celle-là, donc avec une taille qui n'est pas modifiable, ici 5 éléments. Pour accéder à une donnée dans notre tableau, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un indice, qui représente en fait sa position dans le tableau. A noter que la première position c'est 0 et pas 1, et la dernière du coup, c'est la taille du tableau moins 1, donc là 5 moins 1 ça fait 4. Comme ça c'est une bonne moyen de le représenter. L'avantage c'est que c'est assez rapide, et le problème c'est qu'on peut pas trop moduler le nombre de données. Là si vous voulez en rajouter une nouvelle, eh ben bonne chance, c'est pas possible. Après vous pouvez quand même modifier les données internes en mettant des trucs comme vous voulez, ce qui est déjà pas mal. Bon, les tableaux statiques c'est bien, mais si on peut modifier sa taille c'est encore mieux, et ça c'est possible avec ce qu'on appelle un tableau dynamique. Donc l'idée c'est qu'on a un tableau qui au début a la taille un petit peu qu'on veut, on va dire 0, et on peut lui rajouter des données. Là par exemple on va rajouter 75, là 78, là 65, etc. etc. Et vous pouvez faire ça un petit peu comme vous voulez. On peut même en enlever si on veut, donc hop voilà pour 65. Et on peut aussi avoir des informations comme par exemple le nombre de données stockées, donc là 2. Donc c'est une façon quand même assez cool de faire. Et bon, même si c'est un petit peu plus complexe, vous pouvez même insérer des données, par exemple mettre le 78 ici et mettre là à la place 45, et bon ça les rend beaucoup plus maniables, même s'ils sont du coup beaucoup plus lents. Bon, il y a plein de structures qui utilisent ce principe là de manière mieux régie, comme par exemple les piles, les fils, les listes, etc. etc. Et après pour l'accès, c'est le même avec le système d'indices et de position, et à part ça, il n'y a pas vraiment de différence avec le tableau statique. Bon, les positions comme elle dit c'est bien, mais si vous voulez autre chose, il y a une autre structure possible, nommée le dictionnaire. Bon, c'est un nom très Python, on va dire, parce que c'est comme ça que c'est appelé en Python, mais l'idée c'est d'avoir vos données stockées, donc exactement comme le tableau dynamique, mais la différence c'est que l'accès à ces données peut se faire via n'importe quoi, donc par exemple du texte, ou des trucs plus exotiques, bon ça c'est à vous de décider. Bon par contre du coup, la notion de position n'existe pas pour ces structures, enfin si, mais il va falloir qu'on aille plus loin dans le cours pour comprendre comment ça fonctionne, donc des fois ça peut paraître un petit peu bizarre. Bon par contre vous pouvez toujours avoir la taille de la structure, le nombre de données stockées quand même, et bon à part ça c'est un petit peu comme le tableau dynamique. Bon après ces trois structures, on peut se dire qu'en modifiant certains petits trucs on peut faire des structures à l'infini, et bien la réponse c'est oui. Donc au lieu d'en présenter 1 milliard d'autres, on va juste essayer d'apprendre à comment les reconnaître, et comment les utiliser aussi. Bon la base c'est de savoir comment avoir accès aux données, via la position, via un indice, via un texte, etc. etc. Savoir comment on peut les modifier, via un indice, via rien du tout, via autre chose, et aussi ce qu'on peut faire sur la structure en entier. Donc par exemple, le nombre d'éléments, la moyenne des éléments stockés, ou tout ce que vous voulez. Donc pour ça il faut aller chercher dans la documentation. Donc par exemple si j'en prends une au pif, genre les graphes, en cherchant un peu on peut avoir tout ce dont on a besoin pour l'utiliser. Donc bon, là ça dépend de nos utilisations. En tout cas si un truc stocke des données, c'est une structure de données. Vous pouvez même créer les vôtres si vous voulez. Il faut juste définir vos propres règles, et qu'elles soient cohérentes. Bon la partie théorique c'est terminé, maintenant on va passer à la partie pratique, la partie C++, et on va en créer en C++. Bon il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en C++ il y a une seule structure de données qui est un type primaire, comme on l'a vu il y a longtemps dans un cours, sur les variables il me semble, celui-là. Donc il se définit comme ça, type, espace nom du tableau, et entre crochets, le nombre de données dans le tableau. Donc par exemple ici le tableau nommé tableau, qui contient 5 nombres entiers. Bon là on a notre tableau, mais pour l'instant on ne sait pas utiliser. Si on veut mettre des données dedans dès la création, alors il suffit tout simplement d'assigner les données entre accolades, si je me trompe pas. Avec tous ces signes je me perds. Et donc là vous avez un tableau qui contient 1, 2, 3, 5 et 7. Si vous faites pas ça, alors les données dans le tableau sont en général aléatoires, même très étranges des fois. Pour accéder à un élément du tableau, il faut encore une fois utiliser l'opérateur crochet, nommé l'opérateur d'indice, qui retourne une référence vers une certaine valeur du tableau. Donc comme tout à l'heure, on pense bien à commencer à 0, donc là on affiche 1, puis là on affiche 5. Et en plus comme c'est une référence, alors on peut le modifier directement grâce à cet opérateur. Donc là,
la deuxième valeur du tableau ce sera 25. A noter d'ailleurs que si vous mettez entre crochets une valeur trop grande, genre par exemple là le tableau a une taille de 5, donc si vous mettez 50, et ben ça peut provoquer des erreurs, voire carrément faire crash le programme. Donc il faut quand même faire assez attention. Bon, on peut encore dire d'autres choses sur ces types de tableaux statiques définis comme ça, mais pour une grande partie, il faudrait plus de connaissances en C++ qu'on n'a pas encore, donc il va falloir attendre les prochains cours pour savoir précisément ce qu'on peut faire avec ces trucs en plus. Donc en attendant, on va voir d'autres structures, qui ne sont pas des types primaires en C++ du coup, mais qui sont quand même utilisables via le include qu'on a vu dans les derniers épisodes. Et si on a vu le tableau statique, alors on va pouvoir voir le tableau dynamique, qui est en C++ nommé le vector. Bon, on va dire vecteur parce que c'est plus simple. Donc qui doit être inclus, avec /include entre chevrons vector, et qui utilise d'ailleurs un système qu'on n'a pas vu encore, le système de template. Alors qu'est-ce que c'est ce système? On va le voir tout de suite, grâce à ces 4 façons différentes de définir un tableau. Le système de template, en fait, c'est la possibilité de rajouter entre chevrons quelque chose pour qu'il soit modifié dans le code et non par le compiler. Bon, ça c'est la version compliquée de ce qu'est un template. Bon, en gros, ça permet de pouvoir spécifier le type du tableau entre chevrons. Donc là, c'est des entiers. Sachant que le type lui-même du tableau, c'est un vecteur qui contient des int. Donc vecteur int, etc. Bon, là, on a 4 façons différentes de les définir. Comme ça, il sera complètement vide. Comme ça, il contiendra 5 valeurs égales à 1. Comme ça, il contiendra les valeurs 1, 10 et 100. Et comme ça, ce sera une copie du tableau 2. Donc en gros, 5, 1. Bon, pour l'accès, il s'utilise exactement pareil qu'avec l'opérateur d'indice. Donc en gros, on peut utiliser comme ça. Mais en plus, on peut lui rajouter des éléments avec la fonction pushback qui rajoute un élément à la fin du tableau. Et vous pouvez même supprimer l'élément avec popback qui enlève le dernier élément du tableau. Vous pouvez aussi avoir la taille du tableau avec tableau.size. Et vous pouvez aussi vider complètement le tableau pour qu'il ne contienne plus rien avec tableau.clear. Et on peut encore faire plein de choses, comme spécifié dans la documentation, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a des trucs assez cool quand même. Donc déjà, rien qu'avec ces deux types, eh ben on pourrait déjà s'arrêter là, puisque tous les autres types fonctionnent à peu près pareil. Soit avec des crochets, soit avec des pushback, popback, et même pushfront pour leur ajouter l'élément au début, en sachant qu'en C++, ce genre de types sont appelés les containers, les contenants, les structures de données. Vous en avez plein, arrow, deck, set, map, queue, stack, etc. Bon, on va quand même faire un petit focus sur map, qui représente notre dictionnaire, qu'on a vu plus haut, celui-là. Bon, théoriquement, ça s'appelle tableau associatif, pas dictionnaire, mais bon, bref. Et lui, il utilise aussi ce système de template, mais avec deux types différents. Donc le type de l'indice, donc par exemple, là ici c'est un string, un texte, et le type stocké, ici un nombre entier, int. Et avec lui, il n'y a pas de pushback ou de popback ou des trucs comme ça. Pour rajouter une donnée, il faut utiliser l'opérateur crochet avec l'opérateur d'assignement, donc par exemple comme ici, là. Bon, si vous faites ça pour une valeur qui n'est de base pas soit dans un vecteur, soit dans un tableau, donc qui est une valeur plus grande que la taille du vecteur ou du tableau, ben ça crache. Et pour les maps, ben ça crache pas, donc bon, tant mieux. Et bon là vous avez deux exemples d'utilisation avec France et Belgique. Donc habitant en France est égal à 69 millions, habitant en Belgique est égal à 12 millions, et on affiche le nombre d'habitants de France qui est 69 millions. Et bon en gros on a des trucs similaires pour absolument toutes les structures de données en C++. D'ailleurs même string est une structure de données, même en gros une structure assez complexe, en sachant que nous pour l'instant on a juste vu comme du texte, bon bah c'est plus compliqué que ça. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a les liens sur le site web. Bon et pour finir on va parler de quelques utilisations propres des structures de données en C++, parce que les connaître c'est bien, savoir bien les utiliser c'est mieux. Le premier exemple c'est le parcours d'un vecteur ou d'un tableau statique, avec une boucle qu'on a vue dans l'épisode sur les boucles for, pour le parcourir entièrement. Donc pour ça on doit créer une variable i qui va passer par toutes les valeurs présentes dans le tableau. Donc pour rappel les indices c'est les positions, donc il faut aller de la position 0 à la position taille du tableau -1. Donc pour ça il faut utiliser la bonne condition, donc i est plus petit que tableau.size, et dès que i sera égal à tableau.size, alors là on arrête la boucle, et on aura dit tous les éléments du tableau. Donc ça c'est extrêmement utile, donc c'est toujours bien de le connaître. Et bon je vais y passer vite fait parce que c'est pas très intéressant, mais comme je l'ai mis sur l'épisode sur les fonctions, quand vous pouvez utiliser des références, constantes ou pas selon vos besoins, et si vous utilisez une référence constante pour une structure de données, alors n'utilisez pas l'opérateur indice, mais utilisez plutôt la méthode at, qui fonctionne exactement comme l'opérateur indice, sauf que son retour est constant. Donc vous ne pouvez pas modifier la structure avec cette méthode. Bon ça peut être utile des fois, même si en vrai bon voilà, c'est moyennement utile. Et pour finir on va parler d'un concept qui est assez complexe, mais qui est quand même très important dans les structures de données en C++, les itérateurs. En gros c'est un moyen de parcourir une structure de données, en général n'importe laquelle, comme un vecteur. Alors comment elle fait précisément? Grâce à un système de pointeurs. Bon on va pas en parler maintenant parce que on n'a pas le temps, et on verra ça dans un prochain cours. Donc on va rester vague sur ce système pour l'instant, et on va juste l'utiliser de manière simple, sans avoir recours à des pointeurs. Bon du coup un itérateur ça représente une valeur dans n'importe quelle structure, en sachant que l'itérateur de la première valeur d'une structure s'obtient avec la méthode begin. Donc dans ce tableau là par exemple, tableau.begin ça serait l'itérateur vers 1. Pas la valeur 1, mais l'itérateur vers la valeur 1.
Bon, en reprenant notre Excel, une version très bas niveau de le représenter, c'est de se dire que quand on accède à une structure, en fait on n'accède pas à la valeur en soi, mais à son itérateur. En général, l'opérateur crochet et même la méthode hâte se débrouille pour cacher la partie itérateur complexe et donne directement la valeur. Mais avec les itérateurs, vous pouvez accéder qu'aux itérateurs et pas à la valeur en elle-même. Bon, sans savoir ce qu'est précisément un pointeur, c'est chaud d'expliquer ça comme ça. En gros, l'itérateur c'est un pointeur vers la valeur. Et bon, en gros, c'est une façon plus bas niveau d'utiliser les structures de données. Et d'ailleurs, l'opérateur AND, ce n'est pas le dernier élément de la structure, mais un itérateur encore après, qui du coup ne contient aucune valeur puisque c'est la fin, et qui permet du coup de marquer la fin de la structure. Donc en gros, la dernière valeur est ostensible via l'itérateur avant AND. Et l'avantage, c'est que les itérateurs peuvent s'utiliser comme des nombres entiers, donc avec des calculs et tout. Par exemple, le begin plus 3, c'est le quatrième itérateur, donc le quatrième élément. Et donc, le dernier élément, c'est AND moins 1. Bon, pour l'instant, tout cela nous sera absolument inutile, mais dans la partie algorithme, par contre, on va en avoir besoin. Bon, les itérateurs sont un super moyen pour transitionner vers la prochaine partie du cours, les algorithmes. Bon, sans algorithme, le C++, eh ben, c'est pas grand chose, disons-le. Bon, en sachant que les algorithmes peuvent être découpés en deux parties. Premièrement, la partie théorique, qui dit qu'un algorithme est une suite d'actions permettant d'aboutir à une tâche. Et dans ce cas-là, on a déjà fait une autre partie sur le site web, spécialement pour les algorithmes. Donc si vous voulez la théorie, n'hésitez pas à aller dessus, il y en a quelques-uns, par exemple l'algorithme de tri, le tri par sélection. Donc on va pas y aller pendant ce cours-là, parce que c'est juste de la perte de temps. Bon, quand même, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les algorithmes doivent être le plus rapide possible, pour être efficaces, sinon ben, c'est nul. Et bon, pour ça, il existe des algorithmes prédéfinis, donc qui sont dans le cours sur les algorithmes. Et si on se réfère qu'au cours sur ces algorithmes-là, alors qu'on a que la partie pseudocode, décrire comment ça fonctionne, mais pas le faire fonctionner. Avoir la théorie, mais pas la pratique. Donc à partir de là, on a deux solutions. Soit on les implémente nous-mêmes, ce qui est pas trop mal, puisque ça permet de s'améliorer un petit peu en programmation. Soit on a la flemme ou pas le temps. Et dans ce cas-là, il y a des algorithmes qui sont déjà prédéfinis en C++. Donc on va directement y passer. Pour une fois, on fait pas de théorie, c'est rare. Et on va commencer par les algorithmes qui traitent des structures de données. Parce qu'il y en a pas mal, ils sont assez importants. Bon, déjà avant de commencer, pour ces algorithmes-là, il va falloir rajouter un petit quelque chose dans le code, avec la mécanique d'include qu'on avait vu au dernier épisode. Il va falloir inclure algorithme, qui contient toutes les fonctions nécessaires pour faire les algorithmes que nous allons voir maintenant. Quels algorithmes contient-il? Pour ça, on va aller voir la documentation de cet endroit, et donc on voit qu'il y a tout ça. Donc il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal, et vous imaginez bien, je vais pas tous vous les présenter, sinon on en a pour 8 siècles. Donc pareil, si on a une fonction ici qui vous intéresse, comme par exemple, je sais pas, findIf, que j'avais déjà été voir vite fait, et bon, quand on arrive, ça fait un petit peu peur. Bon, toute cette partie-là, vous pouvez la skipper, aller directement après pour que ce soit en vrai toutes les fonctions, pour voir aussi comment est-ce que c'est implémenté, et comment est-ce que c'est théoriquement défini, donc bon, voilà. Bon, j'avais peut-être pris une un petit peu compliquée pour le début, il doit y avoir plus simple, genre sort, je sais pas. Ouais, bah... un peu plus simple. Bon, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour un petit peu essayer de comprendre et tout. En vrai, c'est assez fun, je trouve. Bon, déjà dans l'algorithme, vous avez de quoi faire plein de choses avec les structures de données. Mais pour les comprendre pleinement, il faut que je vous explique un dernier truc avec les itérateurs, donc qu'on a vu il y a quelques minutes. Puisque en effet, toutes ces fonctions là, que ce soit find ou sort, ouais, j'imagine ça se dit comme ça, utilisent des itérateurs. Bon là, pour exemple, j'ai pris sort, qui est quand même assez simple. Et si on regarde comment la fonction est définie, on a une fonction qui ressemble à ça. Donc elle ne retourne rien, et elle prend 3 paramètres, first, last et comp. Justement, first et last, ce sont des itérateurs, donc ce qu'on a vu ici, et l'idée avec ces itérateurs, c'est qu'ils permettent de savoir de quand à quand la structure va être triée. Donc par exemple, dans mon exemple ici, du premier itérateur au dernier, en sachant que le dernier itérateur passé ici n'est pas inclus, puisque pour rappel end, ben, c'est pas vraiment le dernier itérateur, comme expliqué ici, et du coup ça permet de tout ranger de manière assez rapide, puisqu'il utilise un algorithme nommé le tri par fusion qui est assez rapide. Et pour le dernier opérateur, comp, il s'agit d'un moyen pour savoir comment est-ce que les données doivent être triées. Bon, pour ça, il faut utiliser des variables de fonction, ou des fonctions passées comme variables. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas assez avancé dans le cours encore. Et vous pouvez aussi ne pas le mettre, puisqu'il y a une valeur par défaut, et cette valeur par défaut, c'est l'opérateur plus petit que. Donc en gros, votre tableau va être trié du plus petit au plus grand. Et avec ce système d'itérateurs, du coup, vous pouvez utiliser quasiment toutes les fonctions, je crois. Par exemple, search, qui permet de chercher quelque chose, qui prend 2 itérateurs pour trouver un truc à chercher. Partition, qui permet, si j'ai bien compris, de partitionner une structure. Max, même chose pour trouver l'élément maximal d'une structure, etc. Donc il vous suffit juste de changer un petit peu le fonctionnement et de regarder dans la documentation, et après vous pourrez utiliser les structures avec des algorithmes de manière extrêmement simple. Bon, les structures de données et les itérateurs, ben, c'est drôle 2 secondes, mais il n'y a pas que ça dans la vie, et heureusement d'ailleurs, parce qu'en effet en C++, il y a plein d'autres types d'algorithmes différents. Je vais vous en présenter quelques exemples, comme par exemple tous les algorithmes utilisables via l'inclus de CMath. Bon, comme son nom l'indique, c'est des maths, donc si on va jeter un coup d'œil à la documentation, on a que des trucs mathématiques, exposants, trucs trigonométriques, fonctions mathématiques spéciales, etc.
Comme ça, vous pouvez faire des maths facilement en C++. Bon, en général, ces fonctions-là sont assez simples, donc n'hésitez pas à aller voir. Comme par exemple la fonction, sinus, arcsinus. Vous avez juste à lui passer un nombre et hop, sinus. Donc jusqu'à là, c'est assez simple. Bon, un autre exemple qu'on va voir qui est assez cool, c'est l'exemple de random, qui permet de générer des nombres aléatoires, comme son nom l'indique. Et je vais vous en présenter vite fait comment l'utiliser, parce que c'est un truc qui pourrait vous être utile, pour faire des jeux, des trucs comme ça. Bon, déjà, les fonctions random, c'est des fonctions qui utilisent des algorithmes mathématiques pour générer des nombres. L'idée, c'est que le prochain nombre qui va venir dans la fonction mathématique soit tellement complexe qu'il puisse être considéré comme aléatoire. Bon, pour ça, il y a plein de façons de faire, mais en général, les façons utilisent ce qu'on appelle une graine, qui permet de paramétrer l'aléatoirisme. Je sais pas si ça se dit. Et donc en C++, pour générer des nombres aléatoires, c'est comme ça. Bon, déjà, on inclut de random, on tape ce code, et là, on affiche 10 nombres aléatoires. Alors, que fait ce code? La première ligne, random device moteur, crée une variable de type random device. En gros, c'est le moteur aléatoire pour tous les trucs aléatoires qu'on va utiliser. Un peu le parent de tout ce qui va se passer. Ensuite, on a créé un générateur qui va utiliser le moteur en tant que moteur. Donc le générateur de type MT, ça là. Donc ça, c'est un générateur qui utilise l'algorithme du Mersenne Twister. Donc un truc comme ça, si vous voulez voir, ben voilà. Et bon, en gros, ça marche bien. Et à noter d'ailleurs qu'il faut lui passer du coup le moteur, avec des parenthèses à côté. Utiliser moteur ici comme une fonction. Bon, pourquoi c'est assez complexe? On verra ça dans les prochains cours. Mais bon, voilà, c'est à savoir. Et finalement, dernier truc qu'on va créer, c'est l'uniformité distribution. C'est un distributeur qui permet du coup, avec les nombres aléatoires, de générer des nombres entre deux nombres différents. Donc là, 1 et 6. Et même mécanique que pour moteur ici, c'est en l'appelant en tant que fonction, avec comme paramètre générateur, qu'on obtient notre nombre aléatoire du coup entre 1 et 6 inclus. Donc vous pouvez faire pas mal de choses comme moduler ici les nombres. Et si vous allez dans la documentation des trucs random, vous avez pas mal de façons de faire. Par exemple des distributeurs de nombres réels, distribution de Bernoulli, de demi-monial, exponentielle, gamma, etc., etc. Donc là c'est à vous d'être créatif. Bon, pour en finir avec les algorithmes, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'autres includes qui offrent des algorithmes en C++. Bon, seul problème, il y a en tout ça, donc vous imaginez bien que je vais pas tout vous présenter. Donc là, ça va être à vous d'essayer d'aller regarder, de lire les descriptions, documentation et tout ça, pour comprendre ces algorithmes. Bon, il y en a certains c'est chaud, mais il y en a d'autres c'est assez simple, comme par exemple ceux qu'on a déjà vus, comme Vector par exemple. Et en regardant tout ça, vous pourrez utiliser le C++ de manière extrêmement étendue. Et après, c'est à vous de faire comme vous voulez, pour pouvoir créer tout ce qui vous plaît. Et nous allons finir ce cours là-dessus. Mais avant, j'ai un dernier truc à vous dire. Le cours d'aujourd'hui était extrêmement théorique, même s'il y avait quelques concepts nouveaux. Et un petit peu comme je l'ai dit au début, il suit la lignée de tous les autres cours qu'il y avait eu avant, qui étaient eux aussi très théoriques. Et bien à partir de ce moment-là, la théorie ce sera terminée, on va arrêter d'en faire. Puisque pour l'instant, ce que je vous ai expliqué, c'est certes du C++, mais surtout de la programmation. Les prochains cours, ce sera beaucoup plus axé vraiment C++. Comme ça, vous passerez simplement d'un débutant en C++ à un mec qui peut l'utiliser de manière avancée. En gros, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Donc du coup, sur ce petit coup, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout et tout. Bon, l'avantage de vous parler d'algorithmes de structure de données maintenant, c'est que j'aurai pas à le faire plus tard pour quand on commencera le C++ avancé. Et déjà, avec tout ce que je vous ai présenté, on devrait avoir de quoi pouvoir rentrer dans le C++ vraiment avancé sans que ce soit trop compliqué. Donc tant mieux, ce sera pour les prochains cours. Donc ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne lecture de documentation qui prend des siècles, et sur ce, je vous dis à plus.